Il n'a qu'à allumer sa télé ces derniers jours pour voir tout un tas de chroniqueurs en roue libre. Et justement, mon invité aujourd'hui est Raquel Garrido. Bonjour. Bonjour. Raquel, vous êtes ancienne porte-parole de la France Insoumise. Vous avez depuis fait des médias votre métier. Vous êtes chroniqueuse notamment chez Thierry Ardisson. Mon métier, c'est avocat. Avocat aussi, mais on vous voit essentiellement à la télé. On me voit aussi en tant qu'avocate, mais on me voit aussi à la télévision, en effet. Parce que c'est ça aussi la télévision aujourd'hui, tous les métiers qui y parlent, dont le mien, celui d'avocat. Alors, on parlera du barreau une prochaine fois, mais aujourd'hui, on va parler des médias, si vous voulez bien. Absolument. Alors, libération d'une parole haineuse, on l'a vu avec Zemmour, avec Moix, une parole provocatrice. Faut-il les interdire de plateau télé, ces incontrôlables médiatiques? Non, je pense que la solution n'est pas l'interdiction, bien entendu. Non, la réponse, elle est dans l'application d'un certain nombre de règles déontologiques et ces problématiques de déontologie se posent pour les producteurs, pour les forces invitantes, pour les intervenants et elles se posent aussi pour les journalistes d'une façon générale. Vous savez, vous soulignez les dérapages, les excès de gens qui ne sont pas forcément journalistes. Vous dites les chroniqueurs, mais moi, dans mon livre, ce que je raconte précisément, c'est toute cette culture du putacliquisme, du suivisme, de l'effet moutonnier, de la précipitation qu'il y a dans les médias classiques. Et quelque part, c'est ça, c'est quasiment plus inquiétant, parce que quand on regarde une émission d'infotainment, comme on dit, c'est-à-dire un mélange de divertissement et d'info, on sait à peu près où on est. En revanche, quand on regarde ou qu'on lit de la presse dite sérieuse, mais qu'en réalité on y voit une titraille sensationnaliste, des raccourcis non vérifiés, là on commence à toucher au droit de l'information, au droit à l'information du citoyen. C'est ce qui me préoccupe et c'est pour ça que je me bats dans le livre pour qu'il y ait un conseil de déontologie journalistique. Alors on va en parler de votre livre dans un petit instant, de ce circus mediaticus que vous décrivez bien, sans parfois le critiquer, on va y revenir, mais on va d'abord se poser une question avec Myriam Bounafa qui est juste là. Faut-il forcément être dans la surenchère pour survivre médiatiquement, Myriam? En tout cas, fut un temps, la surenchère pouvait tuer. Écoutez, on est en 1994, Patrick Sébastien se grime en Jean-Marie Le Pen, il chante « Casser du noir », c'est un sketch, et pourtant, il va être mis à pied par TF1, condamné à incitation à la haine raciale. 25 ans plus tard, l'affaire Zemmour, Louis, c'est tout autre chose. Grâce à son clash, eh bien, il est en top des ventes, son livre « Le destin français », ici sur le site de Amazon. Le buzz, le clash, du business, oui, mais pas seulement pour celui qui le provoque. Je vous propose d'écouter cette analyse. Les rédacteurs en chef, les producteurs, c'est du pain béni parce que ça fait réagir, parce que ça provoque, je le disais, du buzz et que ça alimente comme ça la notoriété d'une émission. Le problème, c'est qu'à un moment, ça finit par être un buzz qui remplace un autre buzz, une polémique qui remplace une autre polémique. Donc, et on n'avance plus beaucoup. Alors, ce qui avance, ce sont le nombre de plaintes auprès du CSA. Regardez, ils ont été multipliés par 10 en seulement 2 ans pour passer à 90 000 signalements auprès du CSA. Un CSA qui se sent bien seul, vous allez l'entendre. Nous ne sommes pas là pour laisser se propager des idées de haine qui vont disloquer la société française. Mais par le nombre de télévisions aujourd'hui et le fait qu'il y ait cette course comme une course d'auto-tamponneuse pour que chacun aille plus vite, tape plus fort, attire l'attention pour avoir de la pub en plus, pour avoir des spectateurs en plus. Là, ça nous mène vers des dérives, une dérive très dangereuse. Parce que rappelons-le, de la pub, des clics, c'est aussi des sous. Alors, on ne va pas jouer les saintes ni touches. Les fights, les clashs sur les plateaux télé, ça a toujours fait son beurre. Droit de réponse ou encore ce soir ou jamais. Le truc, entre guillemets, c'est qu'on a vu se multiplier ce genre d'émissions de débat, c'est-à-dire ces genres d'agora. Et ça a peut-être un rôle. On écoute ce spécialiste. Dans les bandes, il y a aussi des gens politiquement différents. Donc, ce qui accentue, comme dans toutes les familles quand on discute, ce qui accentue les ruptures et les différences. Et qui, par ailleurs, je veux dire, de l'intérieur, encourage aux extrémistes. C'est-à-dire que on est un petit peu, ils semblent un petit peu portés, si vous voulez, par leurs proches, évidemment.
Quelles que soient les limites, on voit mal désormais une chaîne interdire un invité. Rappelons quand même pour l'affaire Zemmour que Ruquier a dit qu'il ne serait plus programmé, il l'a déprogrammé fin octobre. Je donnerai la parole à notre confrère Olivier Ravanello du site Explicite qui lui dit quoi? Eh bien arrêtons, plutôt que de s'indigner, d'alimenter la machine à buzz, de conforter les programmateurs, eh ben ne regardons plus, on doit s'informer autrement. C'est peut-être là la pire des choses, quand en fait plus personne ne fait rien, on en appelle à la responsabilité collective. Merci beaucoup, Myriam. Vous êtes d'accord? Il faut s'informer autrement ou il faut continuer à regarder la télé et à encourager peut-être ce buzz-là? Alors d'abord, s'informer sur des médias sérieux, spécialisés, fouillés, c'est très important, moi je l'encourage. Ça aurait été bien aussi que toutes les personnes qui ont écrit un article sur l'affrontement entre Zemmour et Absatoussi aient vu l'entièreté de notre émission, ce qui est loin d'être le cas, vous vous en doutez. J'imagine que même vous, je ne sais pas si vous avez vu les 2 heures d'émission. En même temps, on sait que chez Ardisson, c'est souvent coupé, donc on ne peut pas forcément tout voir. Non, mais de ce qui a été diffusé. Oui, même ce qu'on aurait dû voir a aussi été retiré de l'émission, peut-être. Non, parce que là, on a appliqué, enfin, c'est pas moi, je suis pas... Vous n'êtes pas encore productrice, non. pas encore. Voilà, mais non, là, la loi a été appliquée. Mais dans cette émission, il y a eu du débat. Zemmour, son livre, il est en tête des ventes en ligne avant l'émission, pas depuis l'émission. Au moment, il était déjà numéro 1 au moment où nous on tourne, puisqu'on a fait l'image, on l'a en capture et on le commente à l'émission. Et ce journaliste représente une mouvance qui est la mouvance de l'extrême droite, de la droite extrême, qui est celle de Marine Le Pen. C'est 20% des électeurs français. Et nous, on avait pris la peine de lire le livre, de l'analyser, de trouver des réfutations et ainsi de suite. Et effectivement, le buzz, c'est pas ce que nous, on a fait. Nous, on a fait une émission, on a tourné pendant 4 heures, où on a donné des arguments. Alors, évidemment, ceux qui ont écrit des articles derrière, eux font du buzz, parce qu'eux n'ont pas vu l'émission, n'ont pas vu les échanges, et décident d'en prendre un petit morceau. Bon, c'est la vie. Est-ce que vous l'avez contesté, vous, Zemmour, sur le plateau quand il a dit ça? Est-ce que vous lui avez dit... Mais d'abord, vous devriez le savoir. Parce qu'en principe, si vous m'interrogez sur le sujet, c'est que vous avez fait votre travail de journaliste. Vous ne l'avez pas fait. Vous l'avez vu. Non, pour vous laisser savez la que parole je l'ai à fait. Absatoussi. Non, vous savez au contraire que je l'ai fait. Parce que j'ai fait un débrief dans l'émission. J'ai dit des choses. Non, ma question, c'est est-ce que vous avez été coupé au montage? Est-ce que vous avez dit quelque chose, vous, qui aurait été coupé au montage? Mais évidemment que j'ai été coupée au montage, mais pas de façon malveillante. C'est parce qu'évidemment, pour ramener une émission de 3h30 à 1h30, évidemment, cette émission, c'est un best-of. C'est le mieux, les meilleures choses. Bon, donc j'ai pas de... Non, justement, bah alors ça c'est navrant de dire ça, parce que j'aurais préféré que vous l'ayez vu et que si vous me disiez, s'il y a quelque chose de pire ou de mauvais, que vous me le disiez concrètement. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Par exemple, l'échange que j'ai eu, moi, avec Zemmour sur Catherine de Médicis, sur voilà, les rois de France, sur la question de l'influence des femmes en politique. Bon, il faut dire précisément ce qu'on n'aime pas dans les émissions, comme les terriens du dimanche ou celles du samedi, d'ailleurs, où il y a une grande diversité d'invités. Tout le monde est autour de la table, tout le monde a le temps de se défendre. Et dans le fond, c'est le contraire du buzz. C'est-à-dire, on tourne pendant 3 à 4 heures, on en sort des choses. Alors, c'est un format qui est infotainment. C'est ça qui est... Parfois déroutant. Qui est déroutant, effectivement. Alors, c'est pas les terriens du dimanche qui ont inventé l'infotainment. Voilà, on voit aujourd'hui, on n'est pas couché, c'est le bateau amiral de l'infotainment, quotidien, c'est à vous, etc. Ça devient un peu la règle. Et j'admets qu'il y a une discussion. C'est intellectuellement stimulant de savoir s'il faut donner la parole à des écrivains, par exemple, dans ce type de configuration. Mais regardez, TF1, aujourd'hui, n'a plus aucune émission où on parle de livres. Plus aucune. Dans la grille de TF1, il n'y a pas d'émission où on parle de livres. La culture est un temps compressible dans tous les médias. Il y a donc, pas que TF1. Les auteurs... Bien sûr, mais TF1, c'est une énorme audience quand même. Je veux dire, c'est pas rien, c'est pas un non-événement quand sur une grille comme celle-ci, il n'y a plus de temps consacré aux livres. Alors, évidemment, les auteurs vont chez Ardisson, parce qu'Ardisson donne la parole aux écrivains. Est-ce que je peux me permettre? C'est normal que vous alliez sur le débat de TF1. J'aimerais en fait ne pas parler de l'avocate qui défend le groupe Canal+, mais à la femme indépendante qui a... Je me permets. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, ce buzz de Zemmour, il a alimenté tout le groupe, de Morandini, en passant par Calvi, en passant par TPMP, et on se refile Absatou, et on se refile Zemmour. Je me permets avec beaucoup de respect, je prends des raccourcis. Mais en gros, ça a permis de faire la une. Et vous, qui êtes une femme qui avait un passé intéressant, vous parlez 4 langues, vous avez une histoire de vie, vous avez été dans la politique à haut niveau. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas parfois mal à l'aise d'être dans ce groupe qui participe énormément, Moix, Zemmour? Je sais où vous voulez en venir. Et ma réponse est non.
Ma réponse est absolument non. Mon expérience justement de femme libre, ça a été que j'ai été plus invitée dans les chaînes privées que sur le service public. J'ai été plus confrontée dans le service public à des journalistes qui étaient totalement du côté du pouvoir, à l'époque de Hollande avec Hollande, à l'époque de Macron du côté de Macron. Voilà, je veux dire, la question... c'est pas le côté privé, c'est là où tous les buzz se font aujourd'hui. Non, c'est pas vrai. Tous les excès en termes... Si, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, ça c'est une vue de l'esprit. Moi, c'est une vue de l'esprit. Zemmour, c'est une vue de l'esprit. Bien sûr que non, mais pardonnez-moi, Zemmour, il a fait toutes les émissions. Toutes les émissions. Et en plus, il a fait des émissions en direct. Ce qui est, pas sur en le réalité, service public. Il n'a pas été invité pour la promotion de son livre, Éric Zemmour, sur les chaînes du service public. Alors, dites-moi, c'est une décision, parce que j'en ai parlé avec Anne-Elisabeth Lemoine, c'est à vous justement de ça hier. Je lui ai demandé, est-ce que vous allez l'inviter? Et si vous ne l'invitez pas, mais dites-le, pourquoi? Parce que c'est stimulant intellectuellement quand un service public décide de blacklister un auteur. Quand même, ça va loin. Ruquier, je comprends, il vient de le faire, ok. Et c'est pas une décision de France 2, c'est une décision de la production. Voilà, mais là, vous dites qu'il y a une décision de France Télévisions. Je ne dis pas ça, je dis juste, le constat, c'est que pour l'instant, Éric Zemmour n'a pas encore été invité sur le service public. Mais pour l'instant, la France Télévisions n'a pas dit, parce que la France Télévisions a beaucoup invité Zemmour, enfin, je veux dire, c'est une évidence. Il a été chroniqueur sur France 2, donc bon. Au-delà de l'invité, il y a travaillé. Ce sont des sujets complexes, et ce qu'il faut, moi, ce que je vois, c'est que du côté... du spectacle, comment dire, le spectacle est une façon, il y a le côté positif, c'est de faire de la controverse. La controverse, ça oblige tout le monde à réfléchir, à se positionner. Après, les termes du débat tels qu'ils sont posés par Zemmour sont absolument odieux. Ils sont insupportables et ils visent à générer un état de guerre civile dans ce pays. Ça, c'est clair. Laissons Zemmour de côté, si vous voulez bien. Revenons sur votre livre, parce qu'il y a plein de choses intéressantes qui s'y trouvent et je ne voudrais pas que le débat, même si c'est intéressant, soit réduit à la seule personne d'Éric Zemmour. Le manuel d'une guérilla médiatique, c'est chez Michel Lafon, ça vient de sortir. Et alors, pour le coup, le terme manuel n'est pas totalement usurpé parce que vous y apprenez aux gens peut-être novices la frénésie du système médiatique, comment s'en sortir mieux dans ce système-là, comment finalement réussir à faire passer un message quand on a des convictions, et je ne doute pas que c'est votre cas, et vous parlez notamment du civisme de ces émissions de débat-là. En quoi est-ce que ces émissions ont un rôle civique ou démocratique? Vous parlez de quoi là? De mon émission? De toutes ces émissions parce que mon livre, en réalité, il fait le bilan de quelque chose que j'ai connu de près, qui est le monde des chaînes d'info continue, essentiellement, et de l'info politique. Moi, je suis maintenant dans l'infotainment depuis 1 an. Donc, peut-être que l'année prochaine ou dans 2 ans, je serai à même de vous faire mon propre bilan de ce monde-là que je suis en train, petit à petit, de découvrir. Mais ce que je connais très bien, en revanche, très très bien, c'est l'info pure, l'info politique pure. Et là, j'ai découvert quand même un système de production de l'info qui est catastrophique parce qu'il prive le citoyen de l'accès à la bonne info. Parce que les gens sont mal payés, ils sont sur des contrats précaires. On fait, de ce que j'ai dit tout à l'heure, du putacliquisme. Ouais. On donne la parole à des éditorialistes, c'est-à-dire des gens qui ont des opinions très tranchées, mais qui font zéro enquête, à la place de journalistes. Et donc, il y a un problème de déontologie, globalement. C'est pour ça que le citoyen est lésé. Et moi, je dis, maintenant, mon bilan de toute cette époque, c'est qu'il faut maintenant un conseil de déontologie pour que la concurrence, elle ne se fasse pas sur le buzz, mais la concurrence, elle se fasse sur la déontologie. Il faut que le monde puisse dire, moi, j'ai 380 journalistes, et puis j'ai noté telle ou telle dérive déontologique, et la personne a été sanctionnée. Et c'est ça la différence entre moi et lui là-bas qui fait du buzz. Qu'on valorise ça. J'aimerais j'allais te donner la parole. Illustrer ce que vous venez de dire, ça date d'hier matin. Le groupe Canal, désolé encore une fois, c'est plus une aberration. Elle s'appelle Charlotte Dornelas. Elle est journaliste à Valeurs Actuelles. Elle intervient sur l'émission de Pascal Praud. Je vous propose d'écouter. La phrase de Manuel Valls, je suis un Espagnol en vacances en France depuis une quarantaine d'années. Mais on est où là? Premier ministre de la France. Il était Premier ministre, il est député aujourd'hui. Non mais c'est surréel. Il y a des gens... Je reconnais humblement m'être trompée. C'est donc Canteloup qui a prononcé cette phrase à la place de Manuel. Mais Canteloup est tellement bon que j'ai cru que c'était Manuel Valls. Terrible. Hein. Ça vous fait rire en tous les cas. Non, mais c'est catastrophique. Et encore heureux qu'elle s'est aperçue. Ouais. Parce que la plupart du temps, quand ce type d'erreurs sont faites sur le vif, sur le champ, personne ne s'en aperçoit. Ouais. Moi, combien de fois des aberrations ont été prononcées devant l'animateur
Et Mais ils excusez-moi, mettaient je peux me partout la permettre, balle au centre. est-ce qu'à Canal+, on vous dit, faites le buzz, allez-y. Là, elle tweet ou elle parle d'un truc, elle vient de voir sans vérifier. Mais vous savez très bien, pardonnez-moi, Myriam. vous savez, Myriam, pardonnez-moi. Ici, par exemple, à France Info TV, vous recevez pas de consignes de Delphine Ernotte. Non. Bon, donc c'est Non, mais là, on parle du même groupe depuis 5 minutes. Je veux dire, c'est un peu C'est vous. étonnant. Non, mais on c'est se vous fait qui taper parlez sur les du doigts. même groupe. Pourquoi ça n'arrive pas chez nous? Excusez-moi si je peux me Pardon? permettre. Pourquoi ça n'arrive Ah non, non, pas à non. ce Il n'y a pas niveau-là? d'aberration dite sur le service public? En tout cas, de ce Des niveau. exemples, des exemples, alors. Allez-y. Écoutez. Quelles aberrations récentes ont été prononcées sur le service Je vais vous public? prendre un cas très très précis. Même si on n'est pas à l'abri, Bien sûr faut pas que non. La France Télévisions est dans un système, j'en parle d'ailleurs dans mon livre, parce que je trouve que j'ai identifié ça dans la maison France Télévisions, qui est très intéressante. Il y a une agence France Info qui fait du fact-checking ex ante, c'est-à-dire avant la publication. Il n'y a que à France Info que ça existe. Et quand c'est France Info, c'est toute la maison, c'est-à-dire France Inter, y compris France Télévisions, tout le monde. Aucun autre organe de presse n'a ça en France. Personne n'a le pouvoir, par exemple, cette agence a le pouvoir de retarder la publication d'une info, d'un article, d'une demi-heure, d'une heure, le temps de procéder à des vérifications. C'est extraordinaire. Sauf que elle part du principe, cette agence, que tout ce qui est écrit par quelqu'un de la maison ne doit pas donner lieu à fact-checking. Donc il y a un problème, c'est-à-dire que si Patrick Cohen, à l'époque, on va prendre, il n'est plus là, donc comme ça, il n'y aura pas d'effet corporate, dit quelque chose à la matinale de France Inter qui est en fait s'avère être faux. Mais vous ne répondez pas. Donc, conséquence, est-ce qu'il y a quelqu'un de la maison qui a écrit, publié quelque chose qui va à l'encontre de ces checkers? Mais tout le temps. Mais tout le temps. Mais c'est normal, c'est humain. C'est humain de se tromper. Non, il y a l'erreur humaine, on est tout à fait d'accord. Là, on écoutez, parle d'un niveau où, en fait, on se demande si on ne dit pas à tout le monde, lâchez les bœufs, de toute façon, tant qu'il y a du retweet, c'est ce qu'il nous faut. C'est ma question, elle est simple. Moi, je pense que là, il ne faut pas voir la chose sur le plan individuel. Les chaînes d'infos continues, elles sont faites de façon tellement superficielle. Le temps est tellement pressé. Et on est sur une espèce de bruit permanent qui est loin du traitement de l'info proprement dit. Et donc, du coup, on regarde son téléphone pendant qu'on est en plateau, on voit un petit Pourquoi truc. vous y participez à ce cirque, du coup? Moi? Oui. Parce que moi, j'ai des idées à défendre et que l'alternative, c'est l'autocensure. Et parce que vous êtes payé aussi, peut-être. Alors, la question est de savoir si je pourrais travailler ailleurs qu'à la télé. La réponse est oui. J'ai un métier plutôt bien payé, ma question, c'est un certain nombre de compétences autres que celle d'être une grande gueule de la télé. Non. Ma question, c'est est-ce que vous êtes complice de ce cirque médiatique-là parce que vous en êtes salarié? Mais la preuve que non, c'est que je le faisais déjà avant. Moi, avant, j'étais déjà dans cette émission. Celle ou son équivalent sur LCI ou BFM. Je les ai faites 1000 fois. C'était ma vie. C'était cette façon d'aller travailler, d'aller s'exprimer sur un sujet comme si on avait écrit une thèse dessus. Alors qu'on s'est juste un peu briefé avant d'y aller. Pourquoi? Parce que je faisais partie de ces genres de personnes qui étaient capables de faire ça. C'est ce que j'écris dans mon bouquin. Pourquoi on ne fait pas venir un thésard, un docteur sur une matière qui a écrit? Parce que le thésard, il sait que c'est plus complexe. Il ne va pas résumer sa pensée en une phrase ou 2 phrases. Il n'est pas capable de le faire. Il y en a des très bons, quand même. Pardonnez-moi, mais ce n'est pas le genre le format n'est pas propice à ça. Le format n'est pas propice à ça. Voilà. Et la précipitation fabrique ça. Alors, quand on a le choix entre ça ou la confidentialité, évidemment, on y va. On y va. Moi, quelque part, j'ai fait l'effort aujourd'hui au moins de m'assurer que celui que ça intéresse, le citoyen que ça intéresse, dans mon livre, il trouvera des explications sur comment c'est fabriqué tout ça. Et peut-être il en nourrira le désir de prendre un petit peu de distance, peut-être de faire autre chose. Je ne dis pas que la solution aujourd'hui, elle existe, parce que moi, j'ai eu des très mauvaises expériences avec la presse écrite, soi-disant très, très sérieuse. Très, très sérieuse. Et là, j'en reviens à mon histoire hier avec Patrick Cohen. Rapidement. On parlait du Canard enchaîné, et donc on revenait sur le fait qu'ils avaient écrit à tort que je n'avais pas payé mes cotisations retraite pendant 6 ans, ce qui est totalement faux. Et il me dit, c'est pas complètement faux. Alors... C'est le complètement qui vous aime. Non, mais quand même, ça veut dire quoi? En fait, c'est un petit peu faux, ça va? C'est quoi? Non, ça s'arrête tout. Où est la rigueur? Où est la rigueur? D'abord, oui, c'était complètement faux, mais en plus, que lui dise ça. C'est quand même un matinalier d'une grande maison. Je ne sais plus aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de s'en prendre. J'ai vu que vous aviez mis Jérém Star en entame de l'émission comme étant... Mais Jérém Star, il
Il ne se fait pas passer pour ce qu'il n'est pas. Non, mais Jérém Star, il n'est pas sur une matinale d'une grande radio, bien sûr que non. On ne va pas relancer le débat sur Jérém Star. C'est beaucoup plus grave pour moi d'avoir un journaliste ou un média ayant pignon sur rue qui va faire le petit tweet qui va bien pour synthétiser de façon sensationnaliste une information plutôt que de la traiter à fond, ou pire encore, comme je dis dans le bouquin, déléguer entièrement son édition à des algorithmes. C'est le cas au Point, Valeurs Actuelles. Il y a une boîte qui s'appelle 6 Médias. Ce ne sont plus des journalistes, mais des algorithmes qui font les articles. Ça devrait vous inquiéter comme journaliste. On doit conclure, Raquel Garrido. Merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Manuel de guérilla médiatique. C'est chez Michel Lafon. Ça vient de sortir. Tout ce que vous venez d'aborder rapidement, eh bien, on le retrouve dans ce livre. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. On en parle. Eh bien, voilà, la preuve par l'exemple. C'est le vu.